Eh bien, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur le sujet de l'eau dans le réaménagement des espaces publics des petites villes. Je suis Chloé Cariello, je m'occupe des sujets d'aménagement au sein d'Envirobat Occitanie. Donc, ce webinaire il est organisé dans le cadre du plan bâtiment durable Occitanie, PBDOC, que nous animons, et il est aussi notamment soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc, avant de démarrer, je vous partage quelques informations pour le bon déroulé du webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré et un replay sera diffusé. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, il suffit de ne pas intervenir lors du webinaire. Et pour vos questions, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, posez-les directement via l'outil chat conversation de Teams. Et l'équipe d'Envirobat Occitanie relaiera vos questions aux intervenants à la fin de chaque présentation. Donc, par rapport au programme, on va commencer par une intervention de Julien Duvignac de la région Occitanie, qui va vous présenter rapidement le plan bâtiment durable Occitanie. Ensuite, Audrey Bayle de l'agence de l'eau Adour-Garonne vous présentera les enjeux de l'eau dans le bassin Adour-Garonne ainsi que le deuxième programme d'intervention de l'agence de l'eau et les subventions associées. Ensuite, Mélissa Plouzane, chef de projet eau au sein de sa propre structure Vert d'eau, vous présentera une méthodologie pour mieux prendre en compte l'eau dans les projets de réaménagement de petites villes. Elle vous présentera aussi la formation gestion durable de l'eau, qui est une formation que nous proposons Envirobat Occitanie et dont elle est la formatrice. Ensuite, Pierre Roca du TESA, qui est architecte urbaniste au sein de l'agence d'une ville à l'autre, vous présentera plusieurs projets prenant en compte l'eau, dont notamment le projet de désimperméabilisation et revégétalisation de l'espace public des promenades à Caussade. Et enfin, en dernière présentation, Guillaume Lézé, qui est paysagiste des PLG à l'atelier Palimpseste, vous présentera un projet de désimper également des espaces publics, du bourg et des abords de l'église de la Ramière dans le Lot. Et comme il est noté, après chaque présentation, il y aura une session de questions-réponses. À noter aussi que ces deux projets, donc les projets de Caussade et la Ramière, ont été soutenus par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et je donne la parole à Julien Duvignac pour une présentation du PBDOC. Bonjour, merci Chloé, excusez-moi, le temps de chercher ma fenêtre Teams. Je vais être très très court en fait pour vous présenter le plan bâtiment durable Occitanie, qui est une démarche régionale, une déclinaison un petit peu du plan bâtiment national, dont vous avez certainement entendu parler, qui voilà, arrive dans un souffle un peu final, on va dire. Donc oui, effectivement, ça s'essouffle un petit peu. L'idée, c'était quand même de créer une communauté au sein de la région pour parler des sujets de bâtiment durable. On a une culture très énergétique. On avait voulu à l'époque élargir à des sujets un peu plus larges, d'abord les sujets environnementaux, puis voir des sujets un peu plus sociétaux. Et puis on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait une démarche qui s'appelait le NEB, le New European Bauhaus. C'est un programme européen qui propose d'accompagner des approches innovantes de la fabrique des espaces à vivre, une approche un peu plus holistique encore que ce que l'on pouvait faire, et qui propose de concevoir de manière écologique ces espaces qui doivent être pensés pour être le plus inclusifs possible et qui sont enracinés dans la richesse culturelle de nos territoires. On pense que c'est important d'aller vers ça, d'aller vers une nouvelle façon de concevoir, de fabriquer, de réfléchir ces espaces à vivre. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan bâtiment durable d'Occitanie, nous allons relayer cette approche-là et nous allons même lancer le démarrage d'une constitution de communauté de ce NEB, qui remplacera peut-être la communauté PBDOC qui existe aujourd'hui. Et on a un événement de lancement qui aura lieu le 18 novembre prochain. Ce sera à Montpellier, à l'espace Cap de Ville. Et cette journée sera l'occasion de présenter bien entendu les ambitions de ce NEB, dont j'ai parlé vraiment très très rapidement au niveau européen comme régional, de découvrir concrètement ce que c'est avec des opérations, on espère inspirantes pour vous qui sont déjà en œuvre, et puis aussi, comme on fait d'habitude, d'essayer de favoriser un petit peu les rencontres et les synergies entre les différents acteurs qui constituent déjà une communauté autour du bâtiment et de l'aménagement plus durable.
J'en dirai pas plus, j'irai pas plus loin. Je laisse les intervenants du coup aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est perméabiliser les espaces publics des petites villes. Merci pour votre attention. Il n'y aura pas de questions, j'espère, à l'issue de cette présentation. Très bien, merci Julien. Je regarde vite fait, mais non, il y a pas de questions dans le chat de conversation de Teams pour l'instant. Merci encore. On va passer à la première présentation, qui est une présentation sur les enjeux de l'eau concernant le bassin d'Our-Garonne, d'Audrey Bayle, qui fait partie de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, qui va également vous présenter assez rapidement le 12e programme d'intervention de l'agence. Oui, bonjour à tous. Audrey Bayle, je suis référente régionale pour la délégation Garonne et Rivières d'Occitanie de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc en effet, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des enjeux liés à l'eau sur le bassin à Dour-Garonne et plus spécifiquement sur le territoire de la région Occitanie et vous présenter un petit peu notre 12e programme d'intervention et les modalités d'aide qui l'accompagnent. Donc pour commencer, je vais vous présenter un peu ce qu'est l'Agence de l'eau. Je ne suis pas sûre que ce soit un établissement connu par vous tous. Donc nous sommes un établissement public qui perçoit ses propres redevances et donc a pour vocation de réinvestir ces redevances sur des projets favorables à l'atteinte du bon état des milieux aquatiques et donc du bon état des eaux de façon générale. Le bon état, c'est à la fois la qualité et la quantité d'eau. Il y a au niveau national 6 grandes agences de l'eau et donc nous nous situons sur le bassin Adour-Garonne. Mais il faut savoir que la région Occitanie est à cheval entre deux grands bassins, donc Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. Et donc moi aujourd'hui j'interviens plus spécifiquement pour le bassin Adour-Garonne, mais côté Rhône-Méditerranée, il existe aussi un programme d'intervention et des aides qui peuvent être légèrement différentes des nôtres, mais dont la vocation et l'objectif en tout cas sont les mêmes. Voilà, là c'est pour vous présenter plus spécifiquement. Donc moi, mon territoire d'intervention en étant à la délégation de Toulouse, c'est vraiment à peu près l'ex-région Midi-Pyrénées. Donc, je vous ai parlé de bon état des eaux et donc ce bon état des eaux en fait découle d'une directive européenne, la DCE, la directive 4 sur l'eau, qui fixe des objectifs à chaque grand bassin. Ces objectifs sont déclinés dans les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Et notre SDAGE actuel, donc qui court sur les années 2022 à 2027, nous a fixé un objectif de 70% de bon état des rivières à échéance 2027. Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est à 50% de bon état. Enfin, au dernier état des lieux, en tout cas, on était à 50% de bon état. Il y a un état des lieux qui est en cours et qui devrait nous donner de nouvelles données pour voir si on a évolué et si on s'est amélioré. En tout cas, l'objectif ne sera probablement pas atteint en 2027 et des nouvelles actions devront être menées pour essayer d'atteindre au maximum ces objectifs. Aujourd'hui, un des éléments qui perturbe, entre autres, l'atteinte de ces objectifs, c'est notamment le changement climatique qui apporte des modifications majeures dans les différents cycles de l'eau. Donc en 2018, il y a eu un diagnostic de posé qui s'est traduit dans le cadre du plan d'action face au changement climatique pour le bassin Adour-Garonne. Et donc ce diagnostic est prévoyé pour 2050 avec une augmentation de 2 degrés des températures, une baisse très importante des débits des cours d'eau à l'étiage qui est estimée à 10% environ de baisse de débit tous les 10 ans, donc soit 1% par an, en sachant que depuis les 40 dernières années, on était déjà sur ce rythme de baisse de débit. Donc, on a déjà une baisse de débit très importante par rapport à l'ère pré-industrielle, on va dire. Et on est sur des baisses de débit qui se poursuivent. Ce changement climatique, il a aussi pour impact de réduire fortement le manteau neigeux, notamment sur les Pyrénées qui sont déjà fortement touchés avec les quelques glaciers qui restaient qui sont en train de finir de fondre. Et donc la baisse du manteau neigeux est évaluée entre moins 35 et moins 60% à horizon 2050. Donc ce qui va réduire d'autant plus les apports de débit dans les rivières, notamment à la période de fonte qui est la période printanière.
Un des éléments majeurs de cette augmentation de température également, c'est l'augmentation de l'évapotranspiration. Donc l'évapotranspiration, c'est la transpiration des arbres des arbres et des végétaux de façon générale, qui devrait augmenter fortement. Et donc cette augmentation d'évapotranspiration amènera à des besoins plus importants des végétaux sur des périodes où la disponibilité de l'eau est déjà réduite, donc c'est-à-dire sur les périodes estivales et notamment les périodes d'étiage où les rivières sont déjà au plus bas et les usages souvent au plus haut. Donc au-delà de ces impacts directement, spécifiquement sur l'eau, le changement climatique amène aussi, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, sont des phénomènes beaucoup plus extrêmes, avec des pluies beaucoup plus fortes, hein, des pluies qui peuvent être torrentielles dans des secteurs où on n'avait pas l'habitude d'observer des pluies torrentielles, mais aussi des périodes de sécheresse beaucoup plus intenses et beaucoup plus longues. Et donc, des pluies torrentielles sur des sols très secs peuvent amener à des inondations plus importantes car l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer dans les sols. Et donc, ce qui amène des risques et des aléas beaucoup plus forts. Et c'est là où la perméabilisation des villes prend tout son sens parce qu'on va être sur des événements beaucoup plus difficiles à gérer avec des sols très secs et des pluies très intenses. Donc dans la ville, il faut penser effectivement quand on aménage à ces enjeux liés à l'eau, à toutes les étapes en fait de construction et d'aménagement des bâtiments. Donc à la fois dans la conception des bâtiments, avec les choix de matériaux qui peuvent être utilisés, au moment de la construction, avec une attention particulière qui peut être donnée à la qualité de l'eau et des milieux alentours, mais aussi à la quantité d'eau qui va être utilisée. Et puis également à l'exploitation des bâtiments ou des espaces, notamment en s'assurant d'avoir des aménagements qui soient économes en eau, qui permettent de réutiliser potentiellement les eaux usées, de gérer au mieux les eaux pluviales en essayant de les traiter au maximum à la parcelle et en favorisant l'infiltration de ces eaux pluviales et en intégrant des milieux naturels et naturalisés au maximum pour gérer l'ensemble de ces eaux et amener de la fraîcheur dans les villes. Donc ce lien entre l'eau et urbanisme, il est fort, pas forcément toujours bien intégré, mais en tout cas, il se déploie avec des partenariats qui sont mis en œuvre depuis déjà de nombreuses années, et puis avec Envirobat plus récemment, pour justement que le lien entre les enjeux de l'eau et les enjeux de la construction et de l'aménagement soit se croise en tout cas et s'entrecroise de façon plus directe. Je vais maintenant vous faire un petit zoom sur du coup les accompagnements financiers que nous pouvons apporter. Donc on a deux angles déjà, donc le fonds vert, donc qui est un des éléments qui est sur la mesure renaturation des villes et des villages. Ce sont les agences de l'eau qui gèrent cette mesure-là, et donc des financements peuvent être apportés dans le cadre du fonds vert. Ensuite, on a donc les 12e programmes d'intervention des agences de l'eau, et donc notamment celui d'Adour-Garonne, dont la gestion intégrée des eaux pluviales, la nature en ville, la renaturation et la désimperméabilisation sont des enjeux forts qui ont été identifiés dans ce programme d'intervention. Donc ce 12e programme, c'est 2 milliards d'euros pour les 6 prochaines années. Avec voilà, une répartition entre les différents acteurs qui portent des actions qui vont permettre d'atteindre nos objectifs. Dans ce programme d'intervention, 3/4 des aides qui ont été identifiées ont vocation à favoriser l'adaptation des territoires face au changement climatique. Donc notre programme d'intervention, son objectif, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est d'atteindre le bon état des eaux, mais aussi d'accélérer l'adaptation face au changement climatique. On a identifié donc 4 grands objectifs prioritaires, qui est d'accompagner les politiques de l'eau dans les territoires, assurer les équilibres quantitatifs en mobilisant notamment des politiques de sobriété, mais aussi ce qu'on appelle des mix de solutions, c'est-à-dire toutes les solutions fondées sur la nature, gestion différenciée des eaux qui permettent d'assurer ces équilibres quantitatifs, donc préserver et restaurer les milieux aquatiques et leur biodiversité et protéger la qualité de l'eau. Et donc ce programme d'intervention est vraiment
axé sur une logique de résultat, avec une attente de résultats mesurables lorsque des actions sont financées. Donc cette diapositive, elle a pour vocation à vous montrer un petit peu de façon générale tout ce qui est accompagné pour l'Agence de l'eau. Donc nous intervenons sur les espaces urbains, mais également les espaces ruraux, à destination donc de l'ensemble des usagers, que ce soit les usagers agricoles, industriels, les collectivités, sur l'ensemble des pans du cycle de l'eau. Et l'objectif premier, c'est d'intervenir au maximum avec ce que l'on appelle des solutions fondées sur la nature, donc qui sont des solutions qui mettent en avant la nature pour s'adapter et la nature pour gérer au mieux les questions liées à l'eau, que ce soit de qualité ou de quantité. Donc sur je vais vous détailler là un petit peu plus précisément les différents axes de financement que nous pouvons avoir. Donc notamment sur la partie eau potable. Donc on a des axes d'intervention pour protéger la ressource, donc c'est-à-dire aménager toutes les zones de captage et en tout cas sécuriser les zones de captage et définir les usages adaptés sur ces territoires-là, mais aussi les actions en lien avec les économies d'eau et la sécurisation de l'approvisionnement en eau. Donc dans un objectif toujours d'amener à des économies d'eau et de s'adapter au mieux aux réductions de quantité d'eau qui devraient arriver dans les années à venir. Donc vous avez là un peu de façon, vous aurez le diaporama, je pense, à la suite, donc je ne vais pas forcément vous détailler exactement toutes les lignes de financement et les taux, mais voilà, vous aurez tout dans le diaporama, en tout cas en suivant. Des exemples d'opérations donc, qui peuvent être éligibles sur la partie eau potable, donc ce sont des dispositifs hydroéconomes, donc comme l'installation de mousseurs, de pommeaux de douche économes, des toilettes sèches, des réducteurs de pression, voilà, tout ce type d'aménagement-là qui sont réalisés à une échelle par une gouvernance globale et à une échelle cohérente. Donc avec toujours ce prisme de résultats et d'efficacité qui sont attendus pour les actions qui seront financées. Donc, il y a également le financement d'installations de compteurs individuels, notamment pour les logements en habitat collectif qui n'en bénéficient pas encore, ce qui permet effectivement d'avoir un meilleur suivi et aux habitants de se rendre mieux compte de leur consommation et si des fuites peuvent être révélées comme ça. Et donc également des centralisations de suivi de consommation d'eau, donc avec des hypervisions, voilà, ce type de système. Sur une deuxième thématique, donc, qui est la réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc, nous allons pouvoir intervenir dès la partie étude préalable, en fait, et définition du besoin et des possibilités, des capacités du projet. On recherche toujours pareil, une échelle d'intervention pertinente et un enjeu important au regard de la ressource, enfin en tout cas de la tension sur la ressource et donc du besoin de réutilisation d'eau non conventionnelle. Et nous n'allons intervenir que sur des projets qui viennent en substitution. Donc pas pour le déploiement de nouveaux usages, mais vraiment pour la substitution d'usages déjà existants et donc substituer un prélèvement d'eau potable vers un prélèvement sur une eau non conventionnelle. Donc, idem à tout à l'heure, vous avez ici un peu de façon détaillée les actions qui sont finançables et les taux d'aide associés. Troisième thématique sur la gestion des eaux pluviales et la renaturation des villes et des villages. Donc, c'est vraiment une thématique qui monte fortement en puissance depuis qu'elle a été déployée dans nos programmes d'intervention. C'est assez récent, ça date de 2021. Et donc, on avait effectivement une politique un peu de découverte des projets liés à ces enjeux-là. Et on se rend compte que ce sont vraiment des enjeux importants sur les territoires qui se développent fortement et avec une technique aussi qui se perfectionne au fur et à mesure des années. Donc, on est aujourd'hui sur des projets que l'on va attendre avec une forte valeur ajoutée, des projets qu'on va dire vraiment vertueux,
et qui vont vraiment pousser ces enjeux de désimperméabilisation et de gestion intégrée des eaux pluviales un peu voilà, à leur maximum sur le territoire qui les concerne. Donc ces actions-là, elles ont vraiment pour objectif de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de préparer les territoires à s'adapter aux changements de pluviométrie et d'alternance de pluviométrie et de sécheresse, et donc de favoriser l'infiltration des eaux au plus près de leur point de chute, ce qui va permettre de l'infiltration de ces eaux vers la nappe et donc d'alimenter également les nappes qui aujourd'hui, les nappes sont souvent en difficulté. Et donc permettre de les réalimenter et qu'elles jouent leur rôle aussi en étiage de réalimentation des cours d'eau. Donc, nos conditions d'éligibilité se sont durcies un petit peu avec le 12e programme. Donc, on souhaite effectivement pour accompagner des projets plus ambitieux avec des territoires donc, qui ont vraiment une vue globale sur ces questions-là, qui ont fait le diagnostic voilà, sur leur territoire de quels sont mes territoires sur lesquels il y a un enjeu de désimperméabilisation, de déconnexion par exemple de secteurs au tout tuyau. On va également rechercher des actions avec des surfaces suffisantes pour pouvoir avoir un impact important, à l'exception des cours d'école qu'on va continuer de financer, même si on est inférieur à ces surfaces-là, parce que c'est un enjeu important aussi de formation et d'information à destination des élèves pour comprendre qu'effectivement, renaturer des espaces, ça leur permet de mieux vivre, d'avoir moins chaud plutôt que dans les cours d'école toutes bétonnées. Donc, ce sont vraiment des actions qu'on tient à maintenir. Comme je vous l'ai dit, du coup, ce sont des actions qui montent fortement, et donc des lignes budgétaires chez nous qui sont fortement sollicitées. Et même si nous sommes en début de programme, c'est effectivement une thématique sur laquelle on va être très exigeant au regard voilà, des demandes importantes et des limitations budgétaires. Donc vous avez le détail un petit peu là des taux comme d'habitude. En termes d'exemples d'opérations éligibles, donc on est vraiment sur créer de l'îlot de fraîcheur, désimperméabiliser des espaces bétonnés, déconnecter les eaux de ruissellement, favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Ça peut être aussi remettre à ciel ouvert des cours d'eau dans des espaces urbanisés. Voilà, on a des types d'opérations assez variés. Hop, ça n'avance plus. Ça y est. Un tout petit focus pour vous dire qu'on a du coup les mêmes entrées de financement pour les industries et entreprises, voilà, avec des taux un peu différents liés à l'encadrement européen des aides et du coup des conditions d'éligibilité plus adaptées spécifiquement aux industries et entreprises. Mais vous aurez du coup ce détail-là dans le diaporama. Je ne m'étale pas ici. Hop. Et pour conclure et tenir à peu près le timing, vous dire que vous pouvez trouver toutes ces informations-là sur notre site internet. Vous allez y retrouver donc toutes les délibérations déjà de nos conseils d'administration détaillant les aides qui peuvent être apportées. Également des fiches de communication thématiques explicitant voilà, de façon un peu plus accessible les financements qu'on va pouvoir apporter, pour quelles actions, quel type d'actions, sous quelles conditions. Vous allez également retrouver des vidéos explicatives de ces modalités d'accompagnement, mais également toute l'explicitation de comment déposer un dossier d'aide à l'agence de l'eau. Il faut savoir que de toute façon, avant de déposer tout dossier d'aide, il est important de nous appeler, qu'on puisse voilà, en discuter. Moi, je peux faire la porte d'entrée. Vous aurez mes coordonnées via Envirobat et après orienter vers mes collègues qui sont sur chaque territoire et sur chaque thématique. Mais c'est important effectivement que les temps d'échange puissent avoir lieu avant que vous déposiez un dossier sur notre plateforme. Et j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je me tiens disponible. Merci à toi, Audrey. Alors, oui, en effet, il y a eu des questions. Il y en a eu une pour l'instant. Donc, je vais te la transmettre. C'est une question de Marie Pêche sur les financements. Elle demande, les financements semblent concerner la quantité d'eau
Financez-vous aussi des projets permettant de préserver la qualité de l'eau? Alors oui, effectivement, j'ai pas forcément détaillé cette partie-là, mais on a également des financements sur le volet qualité de l'eau. Enfin, on va financer par exemple les collectivités sur toute la partie assainissement. Les industriels également, on va pouvoir les accompagner sur l'assainissement ou sur des process spécifiques pour améliorer les qualités d'eau en sortie. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres exemples. Il ne faut pas hésiter à nous appeler. Et effectivement, on peut avoir des financements sur la partie qualité. Très bien, merci. Bah, du coup, c'était la seule question dans le chat. Très bien, merci. Merci à toi. On va passer à la présentation suivante. Donc, Mélissa Pouzan, chef de projet eau au sein de sa structure Verdo, va vous présenter une méthodologie pour mieux intégrer la gestion de l'eau dans les projets d'aménagement des petites villes. Elle vous présentera aussi notre formation, la formation gestion durable des eaux non conventionnelles, pour laquelle elle est la formatrice. Merci Chloé, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation de la méthodologie pour mieux intégrer la gestion de l'eau dans l'aménagement des petites villes et qu'on déploie notamment dans cette action de formation. C'est une méthodologie qui vient d'un constat qui est assez partagé. Je pense que Audrey vous a fait une belle explication illustrée par des chiffres de la pression climatique, des sécheresses, des inondations, des tensions sur l'eau potable qu'on vit aujourd'hui, qui ne sont plus que pas uniquement dans les livres, mais aussi ce sont dans les faits, où on voit une accentuation des périodes de sécheresse et du coup des sols qui sont de plus en plus secs, et après des phénomènes d'inondation où l'eau n'arrive plus à ruisseler, entre autres, et du coup une ressource qui s'affaiblit et dont il faut faire attention. Et sûr que les petites villes sont en première ligne parce que du coup, des contraintes budgétaires et une attente du niveau de qualité de vie qui est de plus en plus importante avec les personnes alors pas sur tous les territoires, mais beaucoup de territoires qui essayent de sortir de la ville pour être plutôt dans le périurbain. Mon objectif, c'est de proposer une méthodologie simple et opérationnelle qui vous permette, en 4 temps, d'avoir une vision globale, de vous situer dans la bonne échelle de projet, de manière à avoir un projet qui tienne la route depuis la naissance de l'idée jusqu'à la réception et l'exploitation de l'ouvrage qui a été réalisé. Et pour ça, j'ai tendance à proposer une méthodologie systémique, du coup avec une vision quand même qui est holistique, où on prend tous les éléments en compte, mais on ne peut pas démarrer cette méthodologie sans parler de diagnostic et de vision, donc une idée qui doit s'inscrire dans le territoire à une échelle qui soit adaptée. Cette vision, elle doit après s'outiller, choisir les bons leviers, travailler pas seul dans son coin, mais travailler en équipe pour pouvoir avoir une bonne intégration dans le projet de tous les objectifs de sobriété, de réduction, de protection des milieux que l'on veut mettre en œuvre. Et il faut aussi penser à la mise en œuvre et la pérennisation du projet, dans la mesure où, en phase d'exploitation, il ne faut pas que ça devienne un poids pour la collectivité ou le maître d'ouvrage qui va en assurer l'exploitation. Mélissa, Pour ça, quand je parle de... Oui. Mélissa, pardon, oui, je te coupe juste 30 secondes. Du coup, j'ai fait défiler ton diapo. Est-ce que tu peux prendre la main, comme ça on pourra voir quand tu fais défiler toi-même les diapos? C'est moi qui fais dérouler. J'appuie. Oui, tu peux prendre le contrôle tout en haut. D'accord, tout en haut. Contrôler, Ok. quelque chose comme ça. Voilà, nickel. Ouais. Ah, super, ça marche. Merci. Avec plaisir. Du coup, voilà, je vais vous détailler les 4 points de cette méthodologie où, en premier lieu, en fait, on est dans une phase de diagnostic et de vision. Pour ça, je vais reprendre un peu ce que disait Audrey par rapport au fait qu'il faut que les ambitions soient mesurables à la fin. Et du coup, il est important de mesurer les consommations et de pouvoir quantifier la vulnérabilité et du coup obtenir de la donnée, aller en chercher pour pouvoir établir un état des lieux qui soit clair,
de manière à avoir des ambitions qui soient claires, qui soient mesurables et qu'on puisse suivre dans le temps. Ça permet d'avoir des objectifs qu'on peut atteindre, on sait à quel rythme on va les atteindre, et si on ne devait pas les atteindre, savoir les corriger au fur et à mesure du projet. Ces idées, ces projets qu'on va développer, il faut qu'ils soient co-construits avec les élus, les techniciens, parce que c'est eux qui vont mettre en application après, mais il ne faut pas oublier les habitants. Les habitants, les personnes qui utilisent les lieux, parce qu'ils peuvent avoir des demandes et des attentes qui diffèrent peut-être d'un point de vue des objectifs politiques ou des objectifs urbanistiques qu'on peut avoir sur les territoires. Et si on voit qu'il y a des différences, pouvoir l'expliciter, pouvoir partager, et du coup, de manière à mener un projet global d'ensemble avec des solutions qui soient adaptées à tous et qui soient pérennes dans le temps. Il faut penser son projet avec une intégration où l'eau doit prendre une place centrale dès la phase de conception. On doit penser à la ressource, la préservation de la ressource. Quelle est la ressource qu'on va utiliser? Savoir la nommer, savoir la quantifier, savoir comment dans son territoire elle se situe. Donc, ne pas penser qu'à l'échelle du projet, mais vraiment penser à l'environnement autour qu'il y a pour notamment évaluer les impacts de mon projet sur son milieu aquatique environnant. Alors, je pense à la fois d'un point de vue quantité, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Est-ce que mon projet, finalement, il est vertueux qualitativement? Est-ce qu'il ne va pas créer d'autres nuisances? Certaines fois, on pense bien faire, mais finalement, on se rend compte avec le temps que ce n'est pas trop ça. Donc, essayer d'anticiper. Ce qui fonctionne bien, c'est de valoriser la multifonctionnalité, la multifonction des solutions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions d'infiltration de l'eau directement à la source, mais ça peut aussi être de la compensation et du ralentissement des écoulements. Je pense aux toitures de terrasses végétalisées. Je pense aux noues qui bordent les routes et qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc, c'est d'avoir une vision claire et pour ça, d'avoir un catalogue de solutions qui soit simple ensuite à mettre en œuvre, mais aussi à exploiter. Donc, il y a toujours ce besoin de réajuster au fur et à mesure. Et ce qui me semble important de mettre en œuvre, c'est aussi de former les personnes qui vont ensuite exploiter, anticiper la maintenance, c'est-à-dire savoir comment est-ce que quel programme mettre en place des programmes d'exploitation, savoir si le personnel et les équipements dont je dispose sont suffisants pour permettre d'entretenir les aménagements que je vais mettre en place et former le personnel, former aussi les futurs utilisateurs pédagogiquement à ce qu'ils savent où ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi ces solutions ont été mises en place et comment est-ce qu'eux aussi peuvent permettre de les pérenniser. Ensuite, il y a aussi une vision d'avoir un suivi et de communiquer sur ce suivi. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était important d'avoir une phase d'état des lieux, qui soit associée avec des chiffres. Justement, ces chiffres vont nous permettre, au fur et à mesure du projet et de sa mise en œuvre, de pouvoir les réactualiser et du coup de pouvoir mesurer l'évolution et l'amélioration qu'on apporte au milieu. Et tout ça, si on sait bien le communiquer, du coup, on se retrouve avec une solution qui est durable. Cette méthodologie, elle peut paraître simple, mais à la fois complexe. Et ce que je dirais est encore plus complexe quand on considère qu'il y a des interactions tout le temps. Au fur et à mesure du projet, il n'y a pas une seule bonne solution, mais il y a un ensemble de bonnes solutions qui ont des interactions perpétuelles les unes avec les autres. Et du coup, ce qui est important, c'est de savoir les réajuster, savoir ne pas rester bloqué sur quelque chose qui tient à cœur, mais savoir écouter pour avoir un projet qui fonctionne dans le temps. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on essaye de vous transmettre lors de cette formation, parce que la réussite du projet ne dépend pas seulement des techniques employées, mais de la démarche systémique qui est suivie.
Donc, au travers des 2 exemples que vous allez voir plus tard, vous allez voir 2 illustrations locales et concrètes réussies qui ont utilisé cette méthodologie justement tout au long du projet pour aboutir à quelque chose de fonctionnel et qui aujourd'hui répond aux attentes autant des services de l'État, de l'Agence de l'eau, mais aussi de nos concitoyens. Au travers de toute cette méthodologie, du coup, avec Envirobat, on a travaillé à une formation qui se déroule en une journée et qui se nomme « Intégrer les enjeux de l'eau dans son projet d'aménagement de bâtiments en Occitanie ». Donc, c'est une formation qui s'est fondée sur les 4 axes majeurs que sont la préservation de la ressource, la désimperméabilisation des sols, la gestion intégrée des eaux pluviales, mais aussi la végétalisation, et afin qu'elle vous permette de repartir au bout d'une journée avec nous et savoir tenir compte des enjeux locaux de l'eau et du climat. Quels sont les outils que je vais aller chercher, ou la donnée, où c'est que je vais aller la chercher, ou comment est-ce que je vais la récupérer. Donc, c'est les questions qu'on abordera ensemble avant de pouvoir, en fonction d'un projet d'aménagement qu'on a une idée, identifier l'impact que j'ai sur les milieux environnants. Du coup, ce qui est important, c'est de comprendre la notion d'impact, parce qu'après, si je veux apporter des solutions qui permettent d'éviter ces impacts, de les réduire ou encore de les compenser, et que je veux apporter la bonne solution technique et innovante, eh ben, il faut que je comprenne vraiment tout le sens que prend la notion d'impact. Et enfin, je pourrais dire que toute cette méthodologie, elle ne marche que dans un contexte réglementaire qui existe et qu'il va falloir tenir de manière à pouvoir lever les leviers réglementaires et pouvoir mettre en œuvre l'idée telle qu'elle a été conçue et pouvoir répondre justement aux attentes en termes de qualité des milieux et en termes de quantité des milieux. Il y a aussi ce cadre réglementaire s'associe avec des acteurs qu'il faudra mobiliser. Donc, on verra ensemble la cartographie des acteurs à mobiliser, qu'ils soient au niveau des services de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la méthodologie, une méthodologie à prendre en œuvre pendant vos projets, mais aussi le contenu de cette formation que je vous invite à suivre. C'est une formation qui se veut avec des méthodologies actives, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas être tout le temps descendant, mais justement de vous faire agir pour que vous repartiez outillés de cette formation et que vous puissiez mettre tout ça en œuvre directement sur vos projets ou vos territoires. Voilà, j'arrive au bout de mon intervention et j'espère que je vous aurai convaincu de nous rejoindre en formation et je vous souhaite de découvrir ces beaux projets sur notre territoire. Merci beaucoup, Donc, Mélissa. merci d'avoir... Merci à toi. Avec plaisir. Du coup, donc voilà, je vous partage juste cette diapositive pour vous montrer de quelle formation on parle. Et je vais laisser la parole à Agathe Peyre, qui est responsable de formation chez nous, pour vous en dire un mot. Et bonjour à tous et à toutes. Donc, on propose effectivement 2 formations en lien avec notre partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Donc, celle que Mélissa vient de présenter, qui s'appelle sur notre catalogue Gestion durable de l'eau potable et des eaux non conventionnelles, qui a lieu du coup prochainement, donc le 14 octobre, donc la semaine prochaine à Toulouse. Et une autre session se prépare en décembre. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur notre catalogue. On va mettre le lien sur la conversation. Et une autre formation est proposée sur la désimperméabilisation des cours d'école, collège et lycée avec le cabinet Architecte in Vivo qui présente différents éléments à prévoir et à anticiper lorsqu'il s'agit de concevoir et de penser des cours d'école végétalisés et partagés. Il y a différents retours d'expérience aussi le long de cette formation et une session est prévue le 13 novembre à Toulouse pour une journée. Je vous mets le lien vers le catalogue tout de suite dans la conversation. Merci. Merci Agathe. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Je n'ai pas vu de questions
dans l'application conversation. Bon, si en tout cas vous en avez, vous pouvez, n'hésitez pas à les mettre ici et puis on pourra les relayer un peu plus tard. Donc on va passer à la présentation suivante. Donc Pierre Oca Dutesa est architecte urbaniste à l'agence d'une ville à l'autre et va nous présenter plusieurs projets, notamment celui de désimperméabilisation et de revégétalisation de l'espace public des promenades à Caussade. Donc Pierre, Bonjour. Bonjour. oui. Bonjour à tous. Je suis avec Olivier Leclerc de IDEA VRD. On va essayer de faire la présentation à deux rapidement. On a l'habitude de travailler beaucoup ensemble sur tous nos projets et on voulait pour en effet être un peu large, vous présenter trois projets. On essaie à chaque projet, bien sûr, depuis longtemps de prendre en compte cette question de l'eau avec plus ou moins de succès. Le premier projet qu'on voulait vous présenter, donc c'est Caussade, où la commande était de refaire les avenues qui font le tour, les avenues Didier Ré qui font le tour de la commune, qui sont un peu les allées principales. Et on le voit sur ces images-là qui était devenu quelque chose de très, très imperméable. Et on a essayé de proposer, nous, donc on le voit aussi en plan ici, de travailler vraiment l'idée de dire que si on refaisait les allées, il fallait aussi en faire et retrouver l'idée de promenade, qui était l'idée d'ailleurs historique qu'on retrouve dans beaucoup de villes et qui souvent ont perdu leur sens parce qu'elles se sont transformées en vastes parkings et de les réintégrer aussi. Ça, c'est quelque chose qui nous tient toujours à cœur dans une logique plus globale à l'échelle de la commune, d'un système de parcs qui puisse vraiment travailler et être un maillon à l'échelle de la commune. Donc, on a vendu cette hypothèse de travail qui met en valeur, comme on le voit sur le plan, l'idée qu'au-delà de la revalorisation des allées, on arrive vraiment à reproposer un parc. Je le dis, c'était pas évident parce qu'en fait, c'était pas du tout l'attente des élus au départ. À Caussade, on nous disait, oh, bah, finalement, nous, ce qu'il nous faut, c'est des grands trottoirs et pouvoir stationner. Et seulement d'arriver à proposer cette idée-là a été assez complexe. On nous a souvent dit qu'il ne fallait pas parler de jardin à Caussade, que tout le monde en avait un chez lui. Et que l'enjeu, c'était essentiellement de pouvoir se stationner. Et nous, on a essayé de leur dire, avec l'appui en plus de AID Observatoire sur le commerce, que pour revitaliser un bourg, il fallait aussi et surtout revitaliser l'expérience qu'on peut faire dans ce centre-ville. Aujourd'hui, le projet a été réalisé. Je pense qu'il n'en discute pas spécialement les fondements. Je crois que tout le monde le trouve évident. On a déjà désimperméabilisé une partie importante, comme on le voit sur ce plan de la surface. Et on a réalisé ces aménagements qui aujourd'hui sont plutôt bien accueillis, et y compris des stationnements à l'intérieur du parc qu'on a voulu en matériaux simples et drainants. Et peut-être qu'Olivier peut nous dire deux, trois choses sur lesquelles on a travaillé. Donc, pour faire un petit point effectivement sur la partie pluviale dont on s'était occupé, on a une contrainte particulière sur ce projet-là, c'était que tout le collecteur existant en fait, le réseau pluvial était très ancien, c'était un collecteur bâti avec des pierres, impossible à hydrocurer, donc on se sentait à de grosses problématiques à vouloir le réutiliser. Donc on a dû recréer en fait cette collecte. Par contre, on l'a réfléchi pour effectivement aller travailler vers de l'imperméabilisation maximum, notamment donc vis-à-vis des matériaux utilisés. Donc Pierre en a parlé un petit peu. On a fait un parking, il voulait un parking dans le parc qu'on n'a pas forcément souhaité au départ, mais on a été contraint malgré tout, et du coup on a favorisé quand même. Alors on voulait mettre du coco au début pour tester un petit peu quelque chose, mais on n'a pas été soutenu sur le final, donc on est resté sur un encairement assez simple, mais en fait qui joue tout à fait son rôle. Et si tu peux revenir du coup sur la coupe. Donc la coupe là, c'est un point particulier notamment où on avait ces points de raccordement du nouveau collecteur trait qui étaient assez éloignés par rapport au démarrage du projet, partie nord notamment, et on a dû travailler sur des descentes EP à récupérer. On a fait le choix, en jouant notamment sur le nivellement d'une part et sur le fait de ramener cette descente directement dans un matériel drainant en pied de fosse,
Ça nous permet en fait d'alimenter la fosse à chaque pluie. Et avec le nivellement naturel, on renvoie l'eau vers l'excès d'eau vers les voiries. Un autre point intéressant, c'était juste la slide d'avant, où on a pu récupérer, en fait, la slide juste avant, on a fait les démolitions et on a trouvé on a démoli un kiosque, on a trouvé un puits qu'on a pu réutiliser aussi dans le cadre du projet pour alimenter toute la fontainerie. Voilà. Un autre projet, alors aussi pour dire aussi qu'on a essayé de travailler avec des espèces végétales peu consommatrices en eau, sur lequel j'ai parlé aussi d'un projet qu'on a mené sur Cugnot, où là, la commande, c'était de remettre le marché en centre-ville. Et si on avait écouté nos interlocuteurs dès le départ, on aurait fait une grande plaque en béton, tellement les demandes pour le marché étaient de plus en plus ambitieuses. C'est-à-dire que tout le monde voulait le plus de surface imperméable. Tout l'enjeu, comment est-ce qu'on arrive à quand même accueillir le marché et en même temps créer un centre-ville paysager et qui puisse aussi servir de support de jeu et de détente, a été un peu le sujet qu'on a essayé de proposer aux élus, avec néanmoins bien sûr des grandes dalles en béton, mais qui servent pour le marché, mais qui servent aussi à d'autres usages, notamment sportifs. Et ensuite, un projet sur lequel on a travaillé avec une trame de pavés qui était tantôt sur ciment quand on devait les circuler et tantôt drainant quand on pouvait l'éviter. Ce qui a amené à ce projet-là qui permet d'arriver à concilier leurs objectifs de marché et en même temps quelque chose d'assez perméable. Donc là, une coupe sur la gestion pluviale qui était assez particulière, assez forte sur ce projet-là, où on a mis en œuvre en fait des nappes drainantes, donc des nappes de drain qu'on a mis sur 6000 m², sur presque 7000 m² sur le projet. Et ces nappes drainantes, en fait, on conduit l'eau, notamment sous les pavés, s'infiltrer dans des chaussées drainantes qu'on a réalisées. Donc, on a réalisé 150 m³ de chaussées réservoirs, pardon. Et donc, cette nappe drainante aboutissait dans ces chaussées qui se mettaient en train d'aller évacuer sur le collecteur public. Donc, on a eu vraiment une gestion pluviale assez importante sur ce projet. Et enfin, dernière illustration avec le projet qu'on est en train de mener à Guillaumerie, de cœur de quartier avec la réhabilitation d'un parc qui était riche de ces platanes, mais même pas très en forme parce qu'ils avaient été beaucoup entourés de surfaces de plus en plus perméables, beaucoup tassées. On est parti à partir du système racinaire de ces arbres en essayant de se dire comment est-ce qu'on pouvait imaginer de les embêter le moins possible. On a commencé par sanctuariser une zone que vous voyez aussi en rose ici, qu'on a remplie de mulch pendant 1 an et qu'on a fermé au public pour, après avoir donc désimperméabilisé l'ensemble des surfaces autour, nourrir ces arbres et leur redonner un peu de vigueur. Et le projet aujourd'hui consiste à travailler à pouvoir positionner les éléments d'usage qui nous sont demandés, notamment les jeux, entre les grandes zones racinaires et pour aller de l'une à l'autre, de les relier par un système de platelage en bois qui est lui-même posé sur des pieux vissés pour éviter d'avoir le moins d'impact possible sur ce site et d'essayer de travailler en plus avec une pédagogie auprès des habitants sur le souci de protéger et de nourrir un système racinaire qui est pour l'essentiel en surface et sur lequel il importe de travailler le plus doucement possible, ce qui nous amène à avoir non seulement des allées en stabilisé, on voit là, et ce système de promenade qui va permettre de rejoindre les jeux sans impacter les racines. Alors, sur la partie pluviale, un projet assez contraignant, puisqu'on a eu les contraintes de la densité de réseaux existants dans les voiries existantes périphériques notamment, et également tous les arbres protégés avec les systèmes racinaires. Donc, c'était assez contraignant. On a dû passer avec de la fonte pour avoir des pentes extrêmement faibles et pouvoir intégrer tout ça. Et sur la partie parc, on n'a évidemment pas réalisé de réseau. Donc, on est sur un parc qui est entièrement perméable, comme l'a dit Pierre, avec ces plattages qui à des endroits dans la voirie périphérique de la place, on n'avait pas de collecteur EP sur lequel on pouvait brancher. Donc, on a imaginé un système en accord avec le cycle de l'eau
pour envoyer en fait les descentes EP des toitures directement en rive du parc dans des nœuds concrets avec des regards cuisards qui font effet de cuisard et qui sont eux-mêmes un petit peu surélevés par rapport au fond de nous. Et l'excédent d'eau qui ne s'infiltre pas dans le cuisard finit par circuler dans la noue qui est elle-même en pente pour aller plus bas sur la place et permettre en fait une évacuation sur des grilles de la chaussée et aller rejoindre le réseau directement. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu quelques coupures, mais bon, on a pu comprendre quand même vraiment l'essentiel des présentations. Il y a eu quelques coupures Internet, mais rien de méchant. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on a des questions du public? Alors oui, on a une question de Florence Aurillard qui demande sur le premier projet, le projet de Caussade, est-ce que vous vous êtes articulé avec la rivière juste au nord, dans une logique de trame verte et bleue? Est-ce qu'il y avait un risque d'inondation? Si oui, comment vous l'avez pris en compte? Quelle était la perméabilité du sol? Quel niveau de pluie est géré par vos aménagements avant surverse, pluie décennale? Sur la trame verte et bleue, enfin, ce qu'on a essayé de montrer ici dans ce schéma, c'est en effet l'enjeu de pouvoir à terme que le projet participe à se raccorder aux rivières aussi bien au sud qu'au nord et à rentrer dans cette logique globale d'un tour de ville et d'un système de parc. Ça, c'est à l'échelle du projet urbain. Sur la partie pluviale, nous, alors, on n'avait pas de contraintes particulières d'inondation ou autre. On a dû par contre infiltrer parce qu'on avait un sol qui était infiltrant. On a eu, alors je ne crois pas qu'il y ait des contraintes de nappe sur ce projet de mémoire. Donc voilà, on n'avait pas de rétention particulière à faire aujourd'hui sur ce projet. Très bien, merci. Je vois qu'on a une deuxième question qui vient d'arriver de Sandrine Bertrand. Sur le dernier exemple présenté, qui gère les puisards, est-ce que les discussions pour aboutir sur ce projet ont été vives avec les services? Alors oui, il y a eu beaucoup d'échanges. On a convié directement le cycle de l'eau sur site aussi qui a pu se déplacer pour voir une ville. Bon, c'est vrai que le cycle de l'eau a tendance, lui, à respecter évidemment les guides qu'ils ont en interne et on a du mal à en sortir, mais néanmoins, à force de discussion et d'échanges, on a revu, nous, un peu le projet, puisque, vous voyez, par exemple, on nous a imposé des fontes en 300 fossés, où on avait mis, à la base, c'était du 400, nous, on était en moins que ça, et finalement, on s'est accordé à 300. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec le cycle de l'eau, mais ils ont été à l'écoute, et en fait, ils ont vu que les solutions étaient pertinentes, et ils ont validé ça au fil de l'eau, mais ça a pris un peu de temps, effectivement. Très bien, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci encore pour cette présentation. Merci à vous. Donc, la présentation suivante, c'est celle de Guillaume Lézé, qui est paysagiste DPLG à l'atelier Palimpseste. Donc, il va vous présenter un projet de désimperméabilisation des espaces publics du bourg et des abords de l'église de l'Aranière dans le Lot. Guillaume, je vous invite à prendre le contrôle sur la présentation. Très bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Bonjour. Je vais vous parler d'un petit village du Lot, à la limite de l'Aveyron. Parce que même si l'intitulé concerne les espaces publics des petites villes, là on est carrément dans un tout petit village, donc de quelques centaines d'habitants. Et je pense que ces problématiques de imperméabilisation, désimperméabilisation, perméabilisation concernent toutes les échelles finalement des lieux habités. Parce que les sources s'épuisent, parce que la qualité de l'eau est de plus en plus mauvaise. On ne parle pas beaucoup de qualité de l'eau, on parle de solutions techniques et de méthodologies concernant finalement l'infiltration des eaux. Mais je pense qu'un des sujets, à mon avis, aussi majeur, voire même essentiel, est cette qualité de l'eau. Et dans les territoires ruraux, et notamment très agricoles, il y a un impact très fort de la question, en tout cas de l'activité agricole, sur la qualité de l'eau dans les nappes et finalement de celle qu'on boit.
Et on s'aperçoit aussi, quel que soit qu'on soit en ville ou à la campagne, finalement, si on pose la question aux habitants d'où vient l'eau que vous buvez, retracez-nous par exemple le chemin de l'eau au démarrage d'un projet. Peu de personnes sont capables finalement d'expliquer clairement comment l'eau qu'on boit ou l'eau qu'on a quand on ouvre un robinet, le chemin qu'elle fait. Et je pense que ça, c'est une donnée aussi importante. On est tous concernés à travers nos différents métiers et par la question de l'eau. Et je pense que ce genre notamment de conférence est intéressante pour montrer finalement les différents moyens d'action pour penser plus que la perméabilisation, hein, c'est penser la question de la ressource en eau, qui est une ressource annoncée depuis plus de 50 ans, 60 ans, comme un des grands enjeux de société à l'échelle mondiale. C'est un tout petit projet. Alors, il faut que j'appuie ici, non? Hop, je ne sais pas forcément. Excusez-moi, je ne suis pas très mobile. Ce projet, il s'inscrit, il faut le dire à chaque fois, dans une démarche avec un emboîtement finalement d'échelle de réflexion et de temps de réflexion. Donc, il s'appuie sur tout un travail réalisé par le CAUE en amont, donc qui a permis des discussions avec les élus pour réfléchir sur leur territoire. Et je pense que c'est cet emboîtement-là de temps et de compétences de réflexion qui est nécessaire pour qu'un projet qui intègre notamment la question de l'eau puisse voir le jour. Et nous, dans ce cadre-là, la question de l'eau n'était pas forcément clairement et complètement identifiée, même si elle était sous-jacente dans le cahier des charges. On l'a abordée d'entrée de jeu autour de la question du ménagement, finalement, plutôt que l'aménagement. Parce que les projets que l'on peut voir ou les méthodes que l'on voit sont toujours, en tout cas pour moi, en fait, une pensée encore coloniale de l'espace. Et je pense qu'il faut décoloniser nos méthodes et nos regards pour penser finalement notre relation au monde dans lequel on vit et en intégrant véritablement les non-humains au cœur même de notre position d'être humain. Et si on réfléchit avec les non-humains, on se pose d'autres questions méthodologiques aussi et d'autres rapports dans nos démarches de projet. Et la notion de ménager, elle me semble essentielle parce que derrière, elle introduit, ça a été énoncé, hein, notamment dans les grands enjeux ou objectifs présentés par l'Agence de l'eau, hein, la question de la sobriété. Et là, c'est la question de la sobriété, c'est la question de la frugalité, et c'est la question finalement du maintien et du renforcement des ressources, et notamment de la question de la ressource en eau. Donc ici, il s'agit dans ce travail méthodologique, au-delà des données éventuellement qu'on pourrait collecter, c'est finalement de prendre soin, d'être attentif, d'arranger avec soin, et peut-être réserver une place nécessaire pour quelque chose, voilà. Peut-être des choses aussi simples que ça. Une phrase, la méthode, elle nécessite des discussions avec tous et avec les habitants, avec les élus, d'entrée de jeu. Et c'est pas un travail d'un spécialiste, qu'on soit paysagiste, architecte, urbaniste, mais un travail finalement collectif qui doit prendre son sens dans cette question de la ressource qui me semble essentielle dans le projet. Dans n'importe quel projet d'ailleurs. Et une petite phrase de Madame le maire me semble importante. C'est celle qu'elle a présentée d'ailleurs quand elle est venue avec moi présenter ce projet aux échanges urbains à Toulouse l'année dernière. Un projet réussi est un projet qui s'intègre dans le paysage et qui paraît presque normal à celui qui le regarde. Et quand on pense à ça, c'est bien sûr de manière qualitative, dans ce qui est de l'ordre visuel, mais c'est aussi dans ce qui est finalement de ce qui ne se voit pas. C'est la gestion de la ressource en eau, la question du végétal, de manière générale, la qualité du cadre de vie. Et peut-être dans une démarche un peu plus poétique que technocratique, hein, la question finalement du vivant. Pour savoir, dans ce village, finalement, en conséquence de toute cette réflexion, 50% de la surface du village a été désimperméabilisée. C'est pas rien, c'est même très important. Donc, ça a été dit au tout début, hein, ce projet a été financé et a pu voir aussi le jour grâce à la participation de l'Agence de l'eau. Et c'était très, très important parce que c'était le cœur même de la réflexion.
On a un projet aussi dans cette économie de frugalité où montrer qu'on peut faire des choses pour pas trop cher. Et on peut essayer de faire des choses peu chères, j'allais dire, par rapport à des projets d'aménagement, justement, d'espace public, où là, on descend les ratios au mètre carré, donc des ratios autour de 60 € le mètre carré, et je pense qu'on peut encore les descendre suivant comment on travaille. Et là, tout de suite, ça donne aussi peut-être l'importance d'une démarche différente si on parle de chiffres. Mais voilà. Ce qui me... Oh, pardon, j'ai encore été trop vite. Souvent, les solutions, elles peuvent venir tout simplement d'observer ce qu'il existe sur place déjà, ou comment le territoire ou le paysage était géré avant, et comment peut-être les transformations pour les besoins d'usage, les habitudes, les modes, les mobilités ont transformé ces paysages. Mais cette image-là était une des images essentielles qui est dans le village. Et c'est à partir de cette image qu'on a reconstruit le projet en se disant, mais on peut peut-être refaire des chemins aussi, on peut peut-être remettre de l'herbe, on peut peut-être avoir un sol qui se désimperméabilise. Parce que si on la regarde avec l'image du village, on voyait ce qui était là avant dans tout le village. Donc, bon, bien sûr, un bicouche, mais un bicouche dégradé. Et c'était la totalité du bicouche qui allait jusqu'au devant des portes de chaque seuil de maison. Et quand on le regarde dans le temps, ce village, eh bien, il était aussi fait de calcaire, le sol de calcaire, de terre, d'espace enherbé et essentiellement très végétalisé, très arboré. Ce qui est souvent important, je pense, dans la question de penser les ressources, et notamment penser la question de l'eau, c'est souvent ce qui fait peur aux habitants quand on intervient ou quand on essaye de réfléchir. C'est la transformation du paysage, mais c'est surtout se dire, mais il va y avoir du végétal un peu partout, ça va être compliqué, on ne sait pas comment on va pouvoir gérer, comment on va pouvoir entretenir ce que vous proposez. Et du coup, la question de jardiner un espace public n'est pas forcément toujours bien perçu de prime abord si on le regarde tout simplement d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de gestion. Et il faut expliquer, finalement, il faut être pédagogue pour expliquer l'importance de la prise en compte de l'eau dans les aménagements. Et parfois, en tout cas pour nous, l'importance, elle passe par la question du dessin, qui montre aussi des transformations potentielles et pourquoi ces transformations sont essentielles dans le projet qui est proposé. Et ces supports d'images dessinés, tout simplement, se renouvellent au fur et à mesure des rencontres. Et c'est pour ça ça a été déjà dit en amont, mais là, dans les méthodes de travail, il faut véritablement intégrer les habitants dès le départ, au-delà des élus et des techniciens, et peut-être même plus que les techniciens, vraiment les habitants, pour peut-être transformer finalement le regard sur ce que nous, on le voit, on pense la question de la ressource et des outils techniques, mais avec une approche technique, j'allais dire, on déshumanise finalement le rapport à un paysage et à ses ressources. Attendez, hop. Donc ce projet, il a parlé de sobriété, il a parlé aussi de cette idée que pour moi, on a eu plein de présentations qui montrent notamment des démarches avec des méthodes, et je pense que les méthodes, c'est bien, mais c'est encore une approche pour moi trop technocratique pour les habitants et les personnes concernées par un territoire, ceux qui le font vivre, et il faut trouver aussi d'autres biais. Il faut bien sûr maîtriser ces outils, nous, en tant que peut-être de spécialistes ou en tant que techniciens aussi, mais il faut avoir une approche, j'allais dire, poétique des choses pour pouvoir réenchanter notre acte de vivre et notre pensée de l'habiter. Et habiter, c'est pas nous, simplement nous humains, mais c'est nous humains et non humains. Et je pense qu'il faut aussi partir des non-humains pour pouvoir trouver aussi les bonnes réponses et penser la qualité finalement de cette ressource en eau. Dans ce projet à la Ramière, on a moins cherché à dessiner qu'à transformer le sol. Et on est parti du sol et de ce que c'est que le sol et sa multifonctionnalité aussi, et comment la question de l'eau intègre la multifonctionnalité du sol dans nos propres réponses. Et
l'approche de l'eau, elle s'est fait pareil, ça a été déjà dit, hein, mais aussi par des solutions multifonctionnelles ou multiples. Où, et on a bien sûr désimperméabilisé, mais là, il a fallu vraiment convaincre et travailler avec les habitants pour qu'ils saisissent finalement l'importance de ça. Et du coup, la conséquence de la désimperméabilisation était largement acceptée. On a réduit on a réduit le réseau au pluvial et l'ensemble du réseau, du petit réseau pluvial qu'on a, il est directement infiltré par des puisards sur le sol dans une prairie qui est une prairie privée d'un agriculteur. Et donc, il faut travailler aussi dans certains, à l'échelle, il faut penser en fait une réflexion à l'échelle d'un bassin versant et qu'il y a le bassin versant global dans lequel on est, dans le cadre s'inscrit le projet et qui doit être vraiment l'échelle de réflexion, euh, quelle que soit l'importance ou la grandeur du bassin versant. Et ensuite, même n'importe quel lieu, un village, a plusieurs aussi bassins versants. Et quand on démultiplie la logique des bassins versants, on peut avoir des solutions avec de l'infiltration et uniquement de l'infiltration. Et pour ça, faut dépasser la question foncière du privé et du public et trouver aussi d'autres manières de concevoir les réponses. Et donc faire réaliser des conventions aussi. Il y a plein de choses à regarder et à inventer. C'est même pas à inventer, en tout cas, c'est des choses des solutions qui existent, mais en tout cas, ne pas se limiter dans la question du périmètre d'une propriété foncière, mais la dépasser pour prendre la question de l'eau. Voilà, donc la question de l'eau, c'est pas simplement des solutions techniques dans un espace, c'est une réflexion d'ensemble, j'allais dire sociale, environnementale, à l'échelle d'un bassin versant. Et moi, je voulais insister sur cette notion-là parce qu'elle me semble essentielle. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont portées largement par l'Agence de l'eau. Et cette réflexion où tout est interrelié, finalement. Toute réponse technique, même à l'échelle d'un puisard, d'une déconnexion, est bien sûr nécessaire, mais elle ne peut se regarder qu'à l'échelle globale, territoriale, finalement, de la prise en compte de l'eau. Cette désimperméabilisation a permis de ralentir l'eau, d'éviter des inondations. On avait des problèmes pas d'inondation forcément, mais en tout cas de ruissellement important, notamment avec des orages de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, ce qui fait que même si ça s'infiltrait naturellement plus ou moins dans ce village, on avait des problèmes finalement d'inondation de certaines habitations qui ont été résolus avec cette désimperméabilisation de plus de 50% de la surface. Donc un réseau EP qui va aussi s'infiltrer directement dans des parcelles agricoles. On a une collecte d'eau, on a réutilisé une ancienne citerne dans le réseau une citerne qui était dans l'ancienne cour de l'école, qui est aujourd'hui un espace collectif, associatif. Et ce stockage-là, relié à cet ensemble de collecte d'eau, limité à un seul petit réseau, a permis d'avoir une réserve d'eau pour la gestion et l'entretien des espaces publics, et notamment d'un petit jardin. Je vous montre ici quelques images. Euh, et donc d'avoir juste un arrosage goutte à goutte pour la reprise des plantes qu'on a installées dans ce jardin en lieu et place d'un parking. On n'a plus de parking sur la commune officiel, c'est-à-dire dessiné avec des places. On n'a pas de trottoir. L'espace de la voie est un espace partagé complètement. Et on a des espaces enherbés en mélange terre-pierre qui permettent le stationnement, à l'image des coups d'air qu'on a dans le Lot, ou les pâtusses qu'on pourrait avoir aussi dans l'Aveyron ou dans d'autres territoires ruraux. Ce sont des espaces collectifs partagés, enherbés, sur lesquels se faisaient avant les travaux agricoles. Et c'est cette notion de collectif plutôt que d'espace public qui a permis aussi la transformation de ces espaces. Et là, la photo que vous voyez sous les yeux, c'était une route. Et avec des problèmes de vitesse et tout ça, de tracteurs et tout, et bien celle-là, on l'a retransformée en chemin finalement, à l'image de la première photo que je vous ai montrée du village. Et cette route desservait un parking qui était une espèce un parking, une espèce en goudron, un espace en goudron, informe. Et on l'a, lui, transformé complètement en jardin.
avec une diversité végétale qui, au-delà de la question de l'adaptation au problème de l'eau, renforce la biodiversité. Donc avec une palette aussi végétale qui est faite pour les oiseaux, pour les petits mammifères, et pas que pour l'œil humain, même si bien sûr l'œil humain y trouve aussi son compte, hein, et aussi permet d'avoir des espaces ombrés, donc de diminuer les températures à l'intérieur de ce village, mais il est aussi pour les abeilles, pour les pollinisateurs. Et je pense que quand on pense la question de l'eau, il faut vraiment pas la regarder que pour nous, véritablement. Il faut faire exister finalement ces non-humains. Et je veux dire, dans les démarches, je pense qu'il faut peut-être s'inspirer de tout le travail ou la réflexion de Bruno Latour, sociologue philosophe, hein, quand il parle de la question des parlements des choses. Et je pense qu'il faut avoir une approche presque parlementaire pour pouvoir faire émerger des projets avec toutes les sciences aussi qui se développent autour de la gestion de l'eau. Donc plus que des actions fondées sur la nature, comme ça a été dit, je ne sais pas trop, la nature est toujours un peu un problème finalement, ou en tout cas une solution regardée par les humains et qui est toujours encore, malheureusement, malgré le travail de Philippe Descola, une pensée qui oppose nature et culture. Je pense qu'il faut qu'on se sente complètement intégré au milieu dans lequel on vit, avec tout ce qu'il y a autour. Et donc, je redis encore ce mot parce qu'il me semble important, les non-humains qui participent de cette ressource en eau et peut-être aussi prendre des figures ou s'appuyer sur des figures poétiques ou des figures animales, peut-être pour repenser notre gestion de l'eau. À cela, j'ajoute peut-être, je parlerai juste de Baptiste Morisot ou autour de la figure des castors pour la question du méandrage, la question de la filtration, ainsi de suite. Même si c'est pas forcément toujours la solution, parce que toutes nos rivières n'étaient pas des rivières de méandre. Mais je pense qu'une pensée du méandre, une pensée méandreuse et fragmentaire nous permet aussi d'apporter ou d'enchanter notre rapport au monde. Et je pense qu'il faut que ça passe par le plaisir avec les habitants ou le plaisir des habitants à retrouver un rapport aux choses dans lesquelles ils habitent. Et là, on trouvera aussi des réponses qui concernent tout de suite la question de la ressource en eau ou de manière importante, en complément de tout ce que vous avez pu dire auparavant. Donc voilà quelques petites images de ça, mais qui finalement, la question de ce que ça donne visuellement est une image. Je pense que c'est le sens qu'il y a derrière les choses qui me semble vraiment important. Parce que là, ici, la question de la ruralité, finalement, elle se retrouve toute sa place. On ne vient pas aménager, mais ménager un territoire et faire exister son ambiance rurale agréable. Voilà. Et c'est inscrit, ça parle aussi de patrimoine finalement aussi, hein, derrière, patrimoine architectural. Ici, voilà, c'est un monument classé et même devant un monument classé, on peut tout simplement mettre de l'herbe, stationner sur l'herbe et faire des choses aussi simples que ça. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette présentation. Sur les sujets sobriété aussi, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à consulter un webinaire qu'on avait fait avec notamment l'intervention d'Yves Perret, qui est architecte poète et qui avait aussi présenté sa vision de l'eau et comment lui voilà, utilisait la poétique dans les projets. Alors, on a une question que je vais vous partager. Donc, c'est une question de Florence Auriard sur les dessins. Donc, elle dit: j'ai l'impression que vous désimperméabilisez le pied des façades. Est-ce que vous avez fait des études de fondation pour assurer les gens, les assurances? C'est une grosse crainte partagée qui crée des blocages récurrents dans les communes, j'ai l'impression. Donc, qui est responsable si la désimperméabilisation de la voirie génère des dégradations du bâti, même si on sait techniquement que c'est mieux pour les murs, que le sol puisse respirer? Donc, voilà, personne ne veut prendre la responsabilité de cette désimperméabilisation. Alors là, oui, vous avez... j'ai pas noté le nom de la personne qui a... Laurence Auriard. Voilà, vous avez raison, hein, c'est un vrai sujet, c'est un sujet depuis
20 et quelques années ou plus de 25 ans que je travaille, qui est le sujet qui revient à chaque fois, quasiment à chaque projet. Et j'avoue que c'est pas, on essaye de l'expliquer à chaque fois, hein, donc bien sûr l'intérêt ou l'importance par rapport même à la respiration des façades, des choses comme ça. C'est pas un sujet à prendre à la légère parce que ça dépend vraiment des lieux. Il y a des lieux où quand il y a des argiles ou quand il y a surtout dans les villages où il n'y a pas forcément de maisons qui sont très fondées. Donc on peut avoir des soucis. Donc il faut prendre ça avec précaution. Il faut trouver les meilleures solutions. Elle se répète pas, elle s'adapte à chaque fois. Il y a un travail. Moi, je n'ai pas une approche réglementaire des choses. Je prends beaucoup de risques. Et je pense que la question de la réglementation, elle doit évoluer aussi en fonction des projets, finalement, de notre manière de la faire évoluer aussi, de ce qu'on propose. Mais malgré tout, il y a forcément toujours à chaque fois des états des lieux, hein, qui se font, hein. Donc, et c'est dans la période d'état des lieux, ou même en amont, hein, dans les études, qu'il faut vérifier finalement la qualité de ces fondations, la qualité du sol. Et donc là, la meilleure chose, c'est d'ouvrir un peu pour voir, pour adapter les solutions. Donc il y a des fois où on n'a pas besoin de faire une étanchéification du pied de façade et un drainage, parce que le sol est poreux. Là, en l'occurrence, c'était le cas. On est sur le COS et on a finalement un sol très perméable dessous. Et on n'avait pas des poches d'argile à ces endroits-là. Mais après, c'est pas toujours ça peut être variable suivant les seuils, hein, des habitations à l'échelle d'un village. Et ensuite, après, ben, il faut vraiment trouver la solution technique. Et puis, il faut surtout rassurer. Il faut surtout expliquer, rassurer. Et on répète ça sans arrêt. Et il faut continuer à avoir envie de répéter ça pour rassurer les gens parce que forcément, ils vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter. Mais comme quand on va faire venir une pelle au pied de leur façade, ils vont s'inquiéter d'une fissure qui pourrait apparaître. C'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que l'eau fait peur, dans l'inconscient aussi. Et il faut expliquer que c'est tout un travail de pédagogie. Je pense qu'on est tous concernés par ça à chaque fois dans ces projets-là. J'ai pas de réponse à vous donner en fait. Mais c'est un vrai souci. Là, ça s'est passé très simplement à la Ramière, par exemple, parce qu'en amont, peut-être qu'en amont, les habitants étaient préparés, les élus étaient déjà bien aussi conscients des choix qu'ils voulaient faire. Même s'ils ont été surpris de certaines propositions qu'on pouvait apporter. Mais il y avait déjà peut-être un terreau plus fertile à la discussion. Il y a des fois, c'est plus compliqué. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation et pour vos retours. Donc pour terminer, je voulais vous montrer quelques ressources pour aller plus loin. Donc des ressources sur l'eau dans le bâtiment et l'aménagement. Donc vous pouvez retrouver ces ressources-là sur le site du plan bâtiment durable Occitanie et sur notre site également, celui d'Envirobot Occitanie. Vous pouvez retrouver sur ces deux sites des cartographies de projets et un annuaire d'acteurs, notamment des acteurs de l'eau. Et si vous souhaitez des fiches projets un peu plus étoffées, sur 8 pages, on fait le retour d'expérience d'opérations d'aménagement et de bâtiments. Il vous suffit pour cela de taper Bâtibuzz. C'est en fait une série de fiches que l'on a nommées comme ça et qui, sur 8 pages, du coup, décrit voilà, tout le retour d'expérience de l'équipe projet. Sur donc d'autres ressources du plan bâtiment durable Occitanie, je vous ai mis ici 2 liens cliquables. Les vidéos de projet du plan bâtiment durable Occitanie, notamment sur l'eau. Donc là, je vous ai mis le lien cliquable vers la chaîne YouTube du PBDOC, ainsi que à droite les replays, donc notamment le webinaire dont je vous parlais sur l'eau, mais aussi d'autres webinaires qu'on a pu faire sur d'autres thématiques. Et enfin, donc à savoir, Envirobot Occitanie, on centralise des documents de référence sur plein de thématiques. Et on a créé une mini page eau où vous pouvez retrouver toute l'actualité régionale des événements et des formations sur l'eau. Vous pouvez retrouver aussi sur cette page eau de la documentation, donc que ce soit des guides, des replays de webinaires, des vidéos, des fiches techniques, des retours sur des visites aussi, où on fait tout le compte rendu de ce qui a été abordé.
Et en document, plus spécifiquement, je voulais vous partager celui que j'ai mis en bas à droite, ce qu'on appelle les fiches REX-O. Ce sont des fiches en fait thématiques où on aborde la gestion des eaux pluviales, mais pas que, aussi l'économie de l'eau, la réutilisation des eaux usées traitées également. Et donc dans ces fiches techniques-là, vous avez des retours d'expérience, de projets sur la mise en œuvre de solutions. Et donc pour terminer, je voulais vous donner rendez-vous lors de nos prochains événements sur notre site internet, notamment via notre newsletter, et vous reparler de ce dont avait introduit Julien Duvignec au début de ce webinaire, donc le lancement de la communauté NEB en Occitanie. On organise pour cela une conférence annuelle, et donc ce sera l'occasion pour vous, acteurs régionaux, de découvrir le programme NEB, ses outils, des retours d'expérience européens mais aussi régionaux, et les opportunités de financement associées. Donc le mouvement NEB, New European Bauhaus, c'est un programme européen qui vise à intégrer dans la fabrique de la ville des solutions bas carbone, low-tech et fondées sur la nature, dans une approche inclusive et esthétique. Voilà, donc ça se passera le 18 novembre prochainement à Montpellier, à l'espace Cap de Ville. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre attention, pour votre participation, et je vous souhaite une belle après-midi.